Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale féminine. Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Paul Danongwe, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Avec vous ce matin, nous recevons Elvis Ressou. Il est journaliste, reporter sportif et aussi polémiste sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à vous messieurs. Très heureux d'être en plateau avec vous. Alors très bien, avec vous ce matin, nous parlerons de cette annonce qui a été faite par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Elle concerne bien évidemment le changement de nom de l'équipe nationale de football. C'est bien sûr les écureuils. On va faire le tour du sujet avec notre invité ce matin. Elvis Ressou, on se rend compte que ça fait déjà 2 fois que le nom de l'équipe nationale, on a voulu changer la dénomination, mais on n'a pas pu. On se demande alors pourquoi une 3e fois et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi une 3e fois? C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas l'un des décideurs. Oui. Mais comme vous l'avez rappelé, ça fait 3 fois tout au moins depuis l'ère du renouveau démocratique. Parce que si vous permettez la petite histoire, c'est qu'au début, en 1962, avec la création de la Fédération béninoise de football à l'époque, il y avait à sa tête Feu Norbert Hinks, qui a été le premier président de cette fédération. On a décidé de donner à l'équipe nationale du Bénin le nom des écureuils. Est-ce que vous savez un peu comment est-ce que le nom avait été choisi? Parce que ça fait polémique aussi aujourd'hui. Bon, pour ce que certains anciens nous ont dit, c'est qu'on avait estimé, déjà, il y a beaucoup d'écureuils quand même sous nos cieux, et qu'on a estimé que l'écureuil est un animal véloce, intelligent, rapide, voilà, futé, voilà, capable de dérouter moult adversaires ou moult prédateurs, évidemment, dans la vie sauvage. Donc, peut-être ils se sont inspirés de cela pour donner ce nom-là, en estimant que notre équipe va être capable de prouesse, évidemment. Je crois qu'a priori, c'est pas mauvais. Donc, au finish, en 1962, ils font ce choix qui dure jusqu'en 1972, voire 73, où il y a eu le coup d'État du président Gérard Mathieu, qui on s'en souvient tous, paix à son âme, qui reprend le pouvoir. Il y a le marxiste-léninisme qui s'installe, évidemment. On change tout. À la preuve, le Bénin devient, qui était Dahomey entre-temps, devient République populaire du Bénin. Et du coup, au niveau de l'équipe aussi, on a changé de nom. Ça s'appelait à l'époque les Étoiles Rouges de la Révolution. Voilà, si ma mémoire ne fait pas défaut. Donc après la conférence nationale de 90, ça fait la 32e année justement, on pense à tous ceux qui ont réussi à faire cet exploit pour le Bénin. On revient évidemment à l'ancienne dénomination, voilà, les écureuils du Bénin. Donc depuis 91, on est redevenu les écureuils du Bénin. Et après, ça a fait, les gens se sont posé la question, on ne s'est jamais qualifié à la CAN. On a vu les années 90 où c'était difficile pour le football béninois de passer le tour des préliminaires, des éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, on avait estimé qu'on avait des talents, des joueurs, on parlait d'Expédit Dossou BT, qui étaient exceptionnels avec les requins de l'Atlantique. Et certains ont commencé par dire, c'est peut-être le nom qu'on porte qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de manger ou de bondir sur des lions, des panthères, des guépards, des aigles, je sais pas, des hirondelles, tout ce qu'on veut. Mais on s'est rendu compte finalement qu'en 2004, on se qualifie pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que ce débat a été rangé parce qu'on s'est dit, bon, on s'est appelé les écureuils, on a pu vaincre le signe indien. Donc plus personne n'en a reparlé. On a eu l'époque glorieuse avec l'organisation de la CAN Junior en 2005, on s'est qualifié en demi-finale, qualification pour le mondial junior, on s'en souvient tous, évidemment. Et on continue là-dessus, qualification une nouvelle fois pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2008, une deuxième fois d'affilée en 2010. Et plus personne, en fait, ne parle du fait que, bon, les écureuils, c'est pas un nom glorieux. Et après, on a eu la période de la crise, vous en souvenez, entre Adjavon, Sébastien, Angéré Moucharafou, évidemment, la FIFA, la CAF, machin. On a eu toute cette traversée du désert et on a recommencé à ne pas se qualifier. Et les mêmes questionnements ont repris parce que les gens se sont dit, est-ce que Et finalement, bim, en 2019, on se retrouve à nouveau à la Coupe d'Afrique des Nations après la calmie de 2018 où, grâce au président de la République, Patrice Talon, il arrive à mettre un peu de l'ordre dans la maison football. On met en place un nouveau comité exécutif dirigé par Mathurin Deschacus, évidemment. On se requalifie avec Michel Dussuyer comme pour briser le signe indien qui était là en 2010, qui est revenu faire le boulot. Et mieux on se qualifie, mais on se qualifie pour la première fois en quart de finale, ce qui est extraordinaire, évidemment. Et à cette époque, personne d'entre nous n'avait à l'idée de dire que le nom écureuil posait problème. Et donc, finalement, on a vu que tant qu'on gagnait,
Le nom ne posait pas problème. Voilà, mais il suffit qu'on ne gagne plus, qu'on commence pas à avoir des accros au niveau des résultats, qu'on commence pas à se poser des questions. Et aujourd'hui, vous avez dit, je crois que c'est aussi la volonté des dirigeants d'un moment donné. Je prends le cas de 2008, où il y avait le président Boni Yayi au pouvoir, avec le ministre Gali Oussoglo qui était ministre des Sports. Ils avaient agité à l'époque le changement de nom, mais sauf que c'était pas forcément pour dire que l'équipe manquait de puissance, parce qu'à l'époque 2008, le Bénin se qualifiait pour la CAN au Ghana. Oui. Mais il voulait, je crois, en fait un objet politique, puisque le nom était même vraiment... la connotation politique. Exactement, on parlait des panthères émergentes du Bénin. Donc, s'ils ont agité, je crois l'opinion publique n'a pas accepté, donc ils ont vite caché cela très rapidement. Et aujourd'hui, on voit ce nouveau comité exécutif dont je parlais, dirigé par Mathieu Deschacus, décider lundi dernier, à l'issue d'une réunion du COMEX, de vouloir changer de nom, de son désir de changer de nom, donc de faire une proposition au ministre des Sports pour pouvoir changer le nom des écureuils du Bénin. Je pense que eux aussi, pour ce que j'ai écouté du directeur de la communication, il estime que depuis longtemps, on a estimé que les écureuils ne portent pas chance au Bénin. Les écureuils, en tout cas, l'écureuil qui est le symbole de l'équipe nationale du Bénin, n'est peut-être pas l'animal le plus véloce, évidemment, qu'on a besoin de plus de virilité et de plus de puissance peut-être, et donc il va falloir voir d'autres côtés. Donc c'est un peu... Alors, mais c'est vrai que vous avez rappelé un peu l'histoire de l'équipe de 1962 jusqu'à nos jours. Oui. Quand on regarde un peu la progression de cette équipe, est-ce que l'équipe a toujours évolué comme ça avec des performances en dents de scie, ou c'est une chose nouvelle? Non, c'est pas une chose nouvelle. L'équipe a toujours malheureusement évolué avec des performances en dents de scie. De la période 62, donc Dahomey à 1972 par exemple, voilà, on avait des joueurs de qualité, pour ce que dit l'histoire, moi j'étais pas né, c'est sûr, mais et on n'avait pas malheureusement de vidéos, on n'a pas pour voir des archives vidéo pour voir ce qui s'est passé, mais pour ce que disent ceux qui étaient présents, ceux qui ont fait l'époque, évidemment, ils avaient des joueurs de qualité, ils arrivaient sur des rencontres amicales, sur des rencontres de clubs, à regarder dans les yeux des équipes venant du Ghana, de la Côte d'Ivoire, voire du Nigeria, du Cameroun, même de l'Afrique du Nord. Mais malheureusement, quand il s'agissait de l'équipe nationale, il n'y avait pas, je crois, à mon analyse, ce sursaut, parce qu'à l'époque, les clubs étaient très forts, donc quand tu étais à l'Alliance de Porto-Novo, c'est Porto-Novo, c'est l'Alliance, tu défends. Mais tellement les rivalités étaient trop fortes au niveau des clubs qu'en sélection, je crois qu'il y avait quand même une certaine animosité entre moi, c'est mon analyse, ce qui faisait que se qualifier, donner du résultat pour l'équipe nationale n'était pas forcément la priorité de ceux qui étaient là. Et en plus, je trouvais aussi que à l'époque, les dirigeants ne mettaient pas suffisamment de moyens parce que les joueurs étaient laissés à leur compte. Et voilà, ils gagnaient rien du tout. Ils jouaient juste pour le plaisir, pour le fun. De temps en temps, le public il va crier leur nom et dire ah ouais, t'es un joueur de génie, t'es extraordinaire. Tu as les à côté où les dames sont contentes de te rencontrer dans la ville. Voilà, c'est une petite. Est-ce que, avant de passer la parole à Paul Danongbé, est-ce que, à côté de nous, est-ce que quand vous regardez un peu en tant que journaliste, reporter sportif, est-ce que le problème de nom, le problème de dénomination s'est posé au niveau d'autres équipes de la sous-région? Oui, d'autres équipes ont changé de nom. On rappelle aujourd'hui l'équipe de la RDC s'appelle les Léopards de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, mais à l'époque c'est les Simba. Voilà, donc il y a d'autres sélections aussi de mémoire comme ça qui ont changé de nom à des moments donnés. Mais bon, je ne sais pas si ça va faire autant polémique chez eux, j'en suis pas convaincu, mais c'est toujours sur des relents politique. Très bien. On va revenir au processus tout à l'heure qui a été enclenché et voir comment est-ce que tout cela va se passer. Mais avant, Paul. Elvis Resso, vous êtes un spécialiste du milieu sportif. Est-ce que la Fédération béninoise de football est en mesure de proposer un nom? Et même si la procédure devrait se poursuivre, est-ce que la Fédération est qualifiée à titre, à valeur, de proposer un nom ou même d'initier un débat allant dans ce sens? C'est une excellente question, voilà, et c'est la question qui agite justement le milieu du sport depuis l'annonce de cette décision du COMEX, du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Oui, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football est une entité forte dans le microcosme du sport au Bénin. C'est la plus grande fédération en termes de licenciés, même si aujourd'hui hier on dit, mais bon, on va le dire ainsi, c'est la plus grande association au Bénin en toi sportif sur le plan financier. Donc on est tous d'accord que bon, ils ont droit de citer dans ces genres de discussions. Mais a priori,
l'équipe nationale du Bénin de foot s'appelle les Écureuils du Bénin. Mais en même temps, l'équipe nationale des sports boules, les pétanqueurs, comme on le dit de manière un peu vulgaire, s'appelle les Écureuils du Bénin. L'équipe nationale d'athlétisme s'appelle les Écureuils du Bénin. Il y a la Coupe Davis qui se joue, la zone 2, qui a démarré vendredi dernier, donc qui a lieu ce week-end sur le territoire national au tennis club de l'Amitié. Alexis Clégou et ses coéquipiers s'appellent les Écureuils du Bénin. Voilà. Donc, est-ce que la fédération, elle toute seule de foot, peut se lever et dire on n'a plus envie de porter le nom Écureuil, on souhaite qu'on change le nom Écureuil, il faut que le ministre des Sports ait un conseil des ministres et propose qu'on change ce nom-là. Est-ce que cette fédération, elle tout seule est capable et habilitée à le faire? Ma réponse, elle est sans embâche, c'est non. Non, parce qu'elle n'est pas la seule à porter ce nom-là. Parce que justement, les Écureuils du Bénin n'appartiennent pas à l'association fédération béninoise de football, mais les Écureuils du Bénin est un patrimoine inaliénable et immatériel du peuple béninois, votre patrimoine, le patrimoine de Jean-Eudes, mon patrimoine, et le patrimoine de tous les Béninois qui me regardent actuellement, c'est une évidence. Donc, à eux tout seuls, dans leur grand siège à Porte-Nouveau, à Diassin, ne peut pas dire on veut changer le nom et que ça va se faire comme une lettre à la poste. La preuve, dans l'histoire, on a dit qu'on a agité beaucoup de fois, mais ce n'est jamais arrivé. Donc, pour moi, le processus, oui, ils peuvent souhaiter. Ils font la proposition au ministre, mais au-delà de faire la proposition au ministre, moi j'aurais souhaité qu'ils fassent la proposition au niveau du comité national olympique qui coordonne le mouvement olympique, le mouvement de toutes les fédérations presque dans notre pays, pour que cette discussion ait lieu au sein de toutes les fédérations, pour que ce mouvement olympique ou sportif béninois s'entende et de dire ok, c'est vrai, on change ou on souhaite changer, ou non, on ne veut pas changer, gardons les Écureuils. Ou si on veut changer, ok, voilà nos propositions de nom par exemple. Et qu'au-delà, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on puisse faire un petit sondage dans l'opinion publique et de dire voici 3 ou 4 propositions ou 5, 10 propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou si d'autres ont des propositions, qu'on puisse faire ces propositions. Ça devrait prendre du temps si on doit avoir du consensus et que finalement le gouvernement puisse trancher. Ça aurait dû être pour moi la démarche. Et donc en aucun cas, je ne valide ce qui a été fait par le comité exécutif. J'estime qu'ils ont outrepassé un peu leurs droits. Voilà. Il est vrai que vous avez salué les efforts qui ont été faits dans le domaine. Il y a un instant, Jean-Eudes l'a même rappelé, les Écureuils du Bénin ont évolué en dents de scie, surtout quant à leur participation aux CAN qui sont organisés sur tout le continent. Est-ce que le débat est au niveau d'un changement de nom? Est-ce qu'il ne faut pas aller travailler dans le fond? Nous avons vu lors de la dernière CAN les lions indomptables se faire dompter par de simples aigles. Est-ce que le débat est au niveau d'un changement de nom? Non, évidemment. Après, si vous êtes un peu superstitieux, si vous pensez à des choses, vous pouvez dire oui et le non. Je donne un exemple tout bête. Dans nos vies au quotidien, il y a des gens qui pensent que, bon, je sais pas, si vous me croisez le matin, si je suis un homme, vous ne devez pas me croiser. Et il y a des gens qui y croient du comme fait. Donc, quand ils sortent de chez eux, ils ouvrent le portail. Quand ils croisent Jean-Eudes, ils bloquent. Ils se retirent. Exactement, ils attendent et ils guettent pour voir qu'une femme passe. Et ils sortent et ils croisent la femme. Pour moi, ça ne veut rien dire. Mais pour eux, c'est important. Mais au-delà, on est dans du rationnel quand il s'agit du sport. C'est vrai qu'il y a un côté irrationnel dans le sport. Le côté irrationnel vient quand toutes les autres conditions sont réunies. C'est-à-dire quoi? Vous mettez la structuration en place, vous mettez la rigueur, évidemment, et vous mettez ensuite de la stratégie du rêve et travaillez sur 10 ans, 20 ans pour arriver à un résultat. Je vous donne un exemple tout bête. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Bénin, au fond, n'a pas de gouvernail sur son football d'ici 5 ans? C'est-à-dire C'est-à-dire que, justement, du côté du ministère des Sports, on met en place des projets pour aider la fédération, évidemment, sur les classes sportives. Mais sauf qu'au sein de la fédération, on n'a pas une direction technique qui travaille. La direction technique, c'est quoi? C'est le bras opérationnel, le bras technique qui permet au comité exécutif, à la Fédération béninoise de football, de faire des choix stratégiques de développement sur le jeu. Quel style de jeu on développe au niveau des sélections? Quels sont les genres de joueurs qu'on est habilité à avoir dans les sélections? Est-ce que désormais on décide au Bénin, pour jouer en défense centrale, il faut avoir peut-être au minimum 1m80, c'est un exemple que je donne. Est-ce que pour jouer en milieu de terrain, il faut être un joueur très véloce ou il faut être un joueur technique? C'est des choix que des pays font et on forme des joueurs en fonction, on fait des sélections au niveau des catégories d'âge en conséquence. Oui. Mais malheureusement, chez nous aujourd'hui, on a un directeur sportif par intérim, Monsieur Adolphe Ogougnon, qui essaie de faire son boulot, mais sauf que, je vous donne l'exemple, il est dans son bureau à Misrété. Mais comme je dis souvent,
Moi, je suis d'Awaya, dans un petit village Marie de Dassazouma. Il y a du talent chez moi. J'en suis convaincu. Mais est-ce que de son bureau de misreté, il est capable de, à lui tout seul, de se dupliquer, d'aller dans votre village, d'aller dans le village de Jean-Eudes, d'aller complètement au nord, par exemple, pour trouver un gamin? Non. Il faut faire des démembrements. Est-ce qu'il a vraiment besoin de se déplacer avant de pouvoir détecter les talents? Puisqu'il y a également le championnat scolaire qui s'organise. Il y a beaucoup de championnats aujourd'hui qui pourront permettre véritablement aux gens de savoir que dans telle localité, les enfants jouent au foot et on peut piocher des talents. Je suis d'accord avec vous, sauf que le championnat scolaire, vous avez dit, est circonscrit au scolaire. Le gamin qui est déscolarisé, qui a du talent, ne sera jamais vu lorsqu'il s'agit du championnat scolaire. Donc c'est pour ça que son travail va au-delà. Et le championnat scolaire ne vient qu'une seule fois par an. Parce qu'on fait des sélections et on finit par faire la phase finale quelque part. Donc tu viens une seule fois par an, tu regardes. Alors que la logique voudrait, je donne l'exemple de la France, que tous les pays copient au monde aujourd'hui. L'Allemagne a copié le modèle français. Et l'a adapté à sa sauce évidemment. Les Espagnols pareil. Mais une direction technique, vous avez le directeur qui est le grand patron, qui gère l'administration, qui gère les trucs. Vous avez des adjoints, vous avez des directeurs sur des pôles. Nous on parle de département dans notre pays ou de ligue, quand il s'agit de la Fédération béninoise de football. Donc on doit mettre des directeurs ou des coordonnateurs au niveau de chaque ligue, mettre des techniciens sous ces coordonnateurs-là, au niveau décentralisé, au niveau des mairies, si je prends notre découpage, au niveau des arrondissements, voire au niveau des quartiers. Ça fait que s'il y a un gamin qui est au fin fond d'un quartier, je donne même un exemple ici, même à Cotonou, le dernier quartier de Cotonou, si on a bien la structuration, le scout, pardon, celui qui est chargé d'aller détecter du talent pour la direction technique, s'il y a un tournoi de quartier, ici, qu'il n'a pas besoin d'avoir une cravate, de se promener, d'avoir les caméras, il est là au calme, il regarde. Un gamin fait quelque chose d'extraordinaire, il note son nom, il remonte l'information à son supérieur, et ça va ainsi de suite, et sur le plan communal de la ligue, on commence par suivre justement ce gamin. Il rentre dans la base de données. Et donc, de fait, quand on aura besoin de faire une sélection de moins de 17 ans, par exemple, s'il a 15 ans, puis on a déjà pris les renseignements sur lui, on sait il est né en telle année, telle année. En fait, on sait à peu près quels sont les joueurs qui sont sur la main. Donc, ce travail n'est pas fait et c'est très difficile. Avec ce que vous dites ce matin, c'est comme si rien n'était fait dans le milieu du football depuis pratiquement 5-6 ans. C'est vrai que vous allez parler de structuration, de rigueur également pour pouvoir obtenir un résultat. Est-ce à dire aujourd'hui? Parce que il faut dire qu'on investit pratiquement 4 fois, 5 fois plus que ce qu'on faisait il y a 5 ans ou 6 ans. Est-ce à dire qu'on est en train de jeter de l'argent par la fenêtre? Non. Je ne dirais pas qu'on jette de l'argent par la fenêtre. On dépense 4 fois, 5 fois plus que ce qu'on a fait ces 10 ou 20 dernières années. Mais tenez-vous tranquille, Jean-Eudes et Paul, ça ne suffit pas. C'est une goutte d'eau dans la mer. Le sport, en langage grégorien, est une industrie. Le sport, c'est des investissements extraordinaires. Le gouvernement béninois aujourd'hui fait un effort surhumain parce que dans le même temps, n'oublions pas, on a un problème d'eau, d'électricité, de route, de cherté de vie, mais pourtant le gouvernement prend le pari d'investir dans ce sport-là. Il y a eu par exemple la construction de 22 stades omnisports. Absolument, c'est une très très belle initiative, saluée par tout le monde et particulièrement par moi, parce que pour avoir de la qualité, il faut avoir des infrastructures correctes pour permettre aux footballeurs d'évoluer. Je donne l'exemple tout bête et j'en rigolais avec certains collègues journalistes sportifs. Il y a quelques années, quand vous arrivez au stade pour suivre les matchs du championnat béninois de football, même de première division, on joue dans le sable, sur la terre rouge, sur la latérite. Il y a de la poussière qui s'élève partout. Les joueurs, il y a des gestes qui ne sont pas capables de le faire, des tas glissés, parce que tu as peur de te blesser. Tu vois ce qu'on appelle quand on jouait tout gamin, la pièce de 25 francs, et ça fait très mal. Mais aujourd'hui, quand moi je vais au stade, je vois tous les 22 stades, certains sont sont ouverts évidemment pour des clubs, mais les joueurs taclent bien, le ballon circule, le ballon roule, et tu ne vois plus les joueurs dégagés comme on voyait systématiquement. Et au finish, on comprend pourquoi à l'époque, ils avaient du mal à poser le ballon parce que le terrain n'était pas plat. J'ai même reçu l'anecdote d'un des anciens joueurs des Caïmans du Zoo sur le stade de Goro. Il était venu pour la première fois, il rentre, il dit mais c'est extraordinaire que lui, je crois que c'est un monsieur de la soixantaine,
À jamais dans sa vie, il n'a pensé qu'un jour il pourrait voir du synthétique exactement sur le stade de Goro à Abomey. Et que eux, ils ont tellement souffert ici qu'aujourd'hui, ils voient les jeunes produits. Ça va faire la différence parce que dans le championnat, ils ont l'équipement qu'il faut, l'outil pour jouer au football, c'est d'avoir de la pelouse, c'est d'avoir du gazon, même si c'est du synthétique. Et ça, le gouvernement l'a bien compris et le gouvernement a réussi ce pari. La preuve, la seconde partie, évidemment, va être lancée bientôt. Les mairies concernées ont reçu déjà les courriers. Ils vont pouvoir lancer cette deuxième partie-là pour construire d'autres stades parce qu'ils avaient promis un stade tout au moins dans chaque mairie. Pour le moment, on n'y est pas encore. Mais ce qui est fait, c'est extraordinaire. Et même quand vous voyez des gens venir de l'extérieur, ils trouvent que ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Demain, on ne sera capable, franchement, de sortir des joueurs de qualité parce que les joueurs évoluent sur une infrastructure de qualité et donc exercent des gestes au quotidien qui, lorsqu'ils se retrouveront sur une vraie pelouse demain, ils vont plus. Avant, quand tu jouais dans le sable, quand tu venais jouer à Kourounou parce qu'il y avait du gazon à Kourounou, c'était difficile pour toi parce que le contrôle n'est pas le même. Le crampon que tu mets n'est pas le même, évidemment. Les appuis que tu as sur du gazon ne sont pas les mêmes quand tu joues dans le sud à la terre. Donc pour moi, c'est un pari vraiment intéressant du gouvernement et on doit continuer à le faire. Et la fédération, justement, a obligation de travailler maintenant à structurer la maison. Et c'est sur ce plan, moi, j'attends la fédération. Et sur ce plan, je suis déçu. Et d'où, j'en estime que quand je parle, on a l'impression que rien n'est fait. Oui, malheureusement. Parce que la structuration n'est pas faite. Et même demain, on est en train de tourner en rond parce qu'on investit. On a des résultats sporadiques, on voit des choses, mais c'est reposé sur rien. Il n'y a pas le futur. Aujourd'hui, Stéphane Sesseyon n'est pas en équipe nationale du Bénin. Il a fini sa carrière, ou il est en train de finir totalement. Bon, on a un problème de remplaçant. Qui remplace Stéphane Sesseyon? Il a joué 15 ans en équipe du Bénin. 15 ans, c'est extraordinaire. Regardez, vraiment, c'est rare de voir un joueur évoluer en sélection nationale pendant 15 ans. Mais après 15 ans, on n'a pas un seul joueur capable de dire, on n'est pas capable de dire que ce joueur peut prendre la place de Stéphane, il va progresser et peut-être avoir le niveau de Stéphane. Quand vous posez le problème comme ça, on est un peu confus. On sait quand même qu'il y a des joueurs qui sont au niveau national et qui jouent dans les clubs en première ligue. Pourquoi est-ce que... Non, même au Bénin. Ah oui, ok. Au Bénin. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces joueurs ou alors sont-ils vraiment transparents sur le terrain? Non, je ne vais pas dire qu'ils sont totalement transparents sur le terrain, mais ils n'ont pas les qualités nécessaires pour le moment pour rivaliser. Regardez, si vous suivez un peu l'actualité du foot au Bénin, il y a eu récemment les compétitions africaines pour les clubs. Il y a eu le club Loto Popo et les Buffles, le parcours qui ont représenté le Bénin. Loto Popo en Ligue des Champions, comme un club de la Mauritanie. On s'est fait sortir comme des Bleus. Pourtant c'est la crème. Loto Popo était bien parti. Voilà, c'est la crème de notre championnat avec, s'il vous plaît, des joueurs qui ont l'expérience dans notre championnat, qui ont fait le tour. Loto Popo a fait en sorte de prendre les meilleurs dans notre championnat. Les Buffles, c'est pareil, ils ont des joueurs intéressants, mais ils se sont fait éliminer aussi au premier tour, malheureusement par un autre club évidemment du continent, qui n'est pas si extraordinaire que cela. Donc, quand vous prenez déjà cet exemple, au niveau des clubs, est-ce que des joueurs qui ne sont pas capables de jouer face à d'autres joueurs sur le continent sont capables de venir jouer en équipe nationale et jouer comme des joueurs qui évoluent à Chelsea, à Madrid, à Paris, à Liverpool? Alors, ça, c'est la grosse interrogation. Elvis, très rapidement, avant de vous passer la parole, tel que vous expliquez la situation aujourd'hui, c'est à croire finalement que le problème n'est pas au niveau du football, mais au niveau du sport même béninois, qu'il faut complètement refonder aujourd'hui. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de vouloir est en train de se faire quand on entend dire, par exemple, que la priorité aujourd'hui pour le Bénin, c'est de recruter, par exemple, un nouvel entraîneur? Quel résultat on aura? Ah, ça c'est la question colle, Jean. Comment on fait? Non, mais ce que vous avez dit, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est au-delà du foot, c'est toute la structuration de notre sport. Oui. Qu'on va tenter de revoir. Et petit à petit, je crois que le gouvernement fait l'effort de le faire. Mais au niveau des fédérations, c'est ce que je dis, il doit maintenant accompagner ce gouvernement. Voici, mais on mène de l'infrastructure, on essaie de donner de la subvention, même si c'est pas des montants encore énormissimes, mais c'est déjà un gros pas pour notre niveau économique au Bénin. Et donc, les fédérations doivent maintenant appuyer le gouvernement en travaillant réellement pour l'avenir, en mettant des choses en place. Maintenant, pour revenir aux sélectionneurs de haut niveau proposés ou attendus, oui, avoir un sélectionneur de très haut niveau, c'est souhaité par toutes les nations, mais je veux rappeler déjà à tout le monde que Michel Dussuyer n'est pas un sélectionneur bas de gamme. Michel Dussuyer, monsieur Michel Dussuyer, est un sélectionneur de très très haut niveau. Au Bénin, on a la mémoire courte. Au Bénin, on a l'impression de réinventer la roue tout le temps. Au Bénin, on a l'impression de vouloir donner des leçons aux gens. Mais quand vous prenez Michel Dussuyer, sa carte de visite sur le continent,
C'est l'un des entraîneurs qui a le plus participé à une édition de Coupe d'Afrique des Nations, derrière Claude Leroy, s'il vous plaît. C'est l'un des sélectionneurs qui a quand même entraîné la Guinée, qui a eu du jeu, du résultat à la Guinée. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. Donc ça veut pas, c'est pas un blaireau, c'est une évidence. Et qui soit venu deux fois, il n'a jamais gagné la CAN. Non, il n'a jamais gagné la CAN, malheureusement pour lui, évidemment. Mais c'est un monsieur qui a de la CAN. Donc quand on dit on veut un entraîneur de haut niveau, bien meilleur que Michel Ducier, ok, oui, j'entends. Mais quel est l'effectif que vous avez pour que ce joueur, cet entraîneur puisse mixer? Jean-Eudes Paul. Si vous amenez, je suppose, vous avez les moyens, vous décidez. Jamais Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, passé par le FC Barcelone Bayern, qui a gagné partout. Jamais José Mourinho, jamais Jürgen Klopp. Mais il va jouer avec qui? Est-ce qu'il y a des Sadio Mané dans notre équipe? Est-ce qu'il y a des Kylian Mbappé dans notre équipe? Est-ce qu'il y a des Sergio Ramos dans notre équipe? La réponse est non. Ça ne sert à rien. Jodel Dosso, Sartuné Alagbe, qui en griffe sont les stars de l'équipe nationale. Ce sont nos stars. Oui, en griffe. Pas en griffe, mais oui. Non, puisque vous les avez comparés, vous avez parlé de Sadio Mané. Oui, à l'échelle du Bénin, ce sont des stars. Mais malheureusement, vous les sous-classez quand vous évoquez. Oui, en termes de talent pur, il n'y a même pas classement, il n'y a pas match. Attends, Sartuné Alagbe, il n'est même pas titulaire dans son club en deuxième division. On ne va pas le comparer à Alisson Becker ou à Gianluigi Donnarumma ou à Mendy, le gardien sénégalais qui est titulaire à Chelsea. C'est une évidence. Jodel Dossou qui est un grand ami à moi, voilà, et aujourd'hui il n'est plus titulaire en club, c'est une évidence. On va pas le comparer à Kylian Mbappé, franchement. Ça veut dire que le Bénin devrait peut-être revenir au choix d'un entraîneur local, tout comme le Sénégal qui a fait le choix d'Aliou Cissé. Non, Paul, ça je suis péremptoire aussi. Il n'y a pas de sélectionneur local pour le moment pour le Bénin, parce qu'en général, malheureusement, la fédération n'a jamais organisé les stages de formation pour ces entraîneurs, pour qu'ils aient le parchemin pour entraîner une sélection. La compétence n'est même pas disponible. Non, il y a de la compétence, mais ils n'ont pas le parchemin. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de prendre un local, parce que si vous prenez un local, il ne pourra pas être sur le banc de touche. La CAF exige que vous ayez une licence CAF A ou une licence UEFA A ou Pro pour être sur le banc de touche d'une équipe nationale. Malheureusement, la dernière licence organisée au Bénin, c'était en 2014. C'était la licence C. Donc on a la licence C, B et A. Il faut avoir le A pour ces sortes. En même temps, ils sont en train de recycler pour le C pour pouvoir faire le B. Donc on est en retard. Et les sélectionneurs locaux, moi j'en veux pas pour le Bénin parce qu'on se connaît tellement au Bénin. Ah Jean-Eudes, tu sais, franchement, j'ai un joueur, c'est mon neveu, il est extraordinaire, il est en Arabie Saoudite. Ah oui, il est fort. Ah Jean-Eudes, il faut que tu me prennes. Vous pensez qu'aujourd'hui le football béninois évolue encore avec l'image que vous payez là? Ben si. Malgré, ça me choque, mais c'est vrai. Malgré les sélectionneurs étrangers? Ah, les sélectionneurs étrangers aussi ont leur faiblesse, non? Vous avez vu des cas bien dans d'autres pays où des sélectionneurs demandent de l'argent pour venir en sélection. Donc si les étrangers arrivent à faire ça, si les Africains c'est possible. Je ne dis pas chez nous, les Béninois ne font que ça. Ceci non. Mais c'est plutôt les dirigeants. J'ai pas confiance aux dirigeants. Parce que si un dirigeant te met la Paul en tant que sélectionneur, il a plus de facilité à te demander du service que s'il met un blanc. C'est encore malheureusement le fait. Il nous reste environ 5 minutes pour finir cette émission. Oui, je vous laisse continuer ou je continue. Allez-y, alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de l'équipe nationale? Est-ce qu'on attend carrément, mettons, parce que avec ce que vous décrivez, s'il nous faut avoir des joueurs de la trempe, de ceux qui sont passés, des Samuel Eto'o, des Sadio Mané, qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait finalement au Bénin? Ça veut dire qu'on rabat toutes les cartes et qu'on attend au moins 10 ans? Non, on ne rabat pas toutes les cartes. On continue à participer. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que oui, il faut tout fermer pour dire qu'on est en train de travailler pour l'avenir. C'est une hérésie. C'est une vue de l'esprit. On peut continuer à participer, à être dans les compétitions et justement continuer à faire un travail pour le futur. C'est-à-dire quoi? Désormais, quand on travaille, quand on met les choses en place, quand on participe aux éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde, chez les seniors, chez les cadets, chez les juniors, mais en même temps, on se dit que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, on veut travailler pour que le sélectionneur des moins de 17 ans et le sélectionneur des moins de 20 ans ait une base très élargie de joueurs qui aient suivi toutes les étapes de la formation et capable évidemment de répondre à ces choix pour pouvoir les prendre. Les Béninois en général, nos footballeurs ont un gros problème, c'est la tactique de jeu. Parce que justement, on ne suit pas toutes les phases de la formation. Et quand vous n'avez pas de tactique de jeu, vous avez beau avoir du talent, c'est difficile de vous insérer dans un club de très haut niveau. Et c'est difficile même de jouer face à d'autres équipes parce que vous allez dans tous les sens. Alors qu'avec une équipe bien organisée et qui a moins de talent,
réussit souvent à faire déjouer son adversaire. L'exemple, c'était en 2019. Vous avez vu l'organisation mise en place par Michel Dussuet. Évidemment, tactiquement, tous les observateurs ont dit les Béninois étaient en place et ils faisaient le job. Et ils ont pu déjouer les gros adversaires parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu lire fondamentalement le jeu. Après, tout le monde a compris leur jeu et on a pris évidemment des branlées mémoires. Donc pour moi, continuer à participer aux éliminatoires, mais continuer maintenant, non pas continuer, maintenant mettre véritablement quelque chose en place à partir des jeunes, une vraie structuration pour pouvoir continuer à rêver. Sinon, ça ne sert à rien. Ressou, vous semblez très optimiste par rapport au football béninois. Jean-Eudes peint le tableau, les comptes performances des écureuils sont légion. Est-ce que concrètement, est-ce qu'il n'est pas temps de se regarder dans les yeux et de se dire non, il nous faut travailler au moins sur 3, 4, 5 ans avant même de prétendre encore participer à des compétitions à l'échelle continentale? Non, parce que si vous vous dites que vous devez travailler 3-5 ans avant de participer, vous êtes en train de perdre du temps. Aujourd'hui, le Bénin, pour participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, voire du Mondial, ne passe plus par les tours préliminaires. Et c'est très important, parce que les tours préliminaires, c'est un piège. Vous avez beau être fort sur un match, un faux match, sur une fausse pelouse, vous pouvez vous faire éliminer, ne jamais en phase de groupe pour pouvoir avoir votre chance. On a gagné cela évidemment, mais si on ne participe pas pendant 3, 4, 5 ans, ça veut dire qu'on perd des points sur le classement FIFA Coca-Cola, excusez-moi pour la publicité, et donc de fait, vous êtes dans le bas du classement. Et quand vous êtes dans le bas du classement, vous êtes obligé de passer par les préliminaires. C'est pour ça que je dis, on peut continuer à participer, quitte à s'améliorer petit à petit, mais se dire, ok, quand on participe, l'objectif, c'est pas forcément de se qualifier pour la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un choix, des fois, de dire, dans 5 ans, dans 6 ans, on va avoir une équipe où on va participer aux éliminatoires et on est obligé de se qualifier pour la CAN et on est obligé d'aller en quart de finale systématiquement en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un pari qu'on devrait faire. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Elvis Ressou, aujourd'hui, quelle devrait être la priorité du football béninois? On va conclure l'émission. La priorité du football béninois devrait être la structuration en général, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, la mise en place effective de la direction technique nationale, pas du directeur technique, de la direction technique nationale du football, avec tous les démembrements qu'il faut, et qu'ils aient les moyens nécessaires de mettre en place une vraie politique qu'ils devront proposer et soumettre au comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Après, aussi, sur l'organisation des compétitions, le championnat national de football, le championnat national des catégories d'âge, évidemment, on doit arriver à les pérenniser systématiquement. Ça doit rentrer dans les habitudes, dans les mœurs. C'est comme si le calendrier s'enchaîne. Les championnats doivent s'enchaîner de manière naturelle, peu importe les crises, peu importe les difficultés, peu importe les malentendus entre les dirigeants, ça ne devrait jamais s'arrêter. Et on n'oubliera pas le football féminin qui est important pour la FIFA, qui pointe au bout de son nez, qui a fait des résultats d'une manière ou d'une autre l'année dernière au niveau des moins de 17 ans avec Ouzé Ouabdoulaye qui était à la tête de cette sélection. Au niveau même des seniors, on fait des efforts, on progresse. Il y a des nations qui nous battaient systématiquement, qu'on regarde droit dans les yeux aujourd'hui, qu'on arrive à battre. Donc, il y a du progrès, il faut continuer à faire ce travail-là aussi sur les jeunes dames et les jeunes filles. C'est un terreau et c'est un terrain qu'il faudra tâter parce que justement beaucoup de pays ne se sont pas encore lancés là-dessus. Et peut-être le Bénin peut avoir facilement la possibilité de jouer des Coupes du Monde évidemment et d'être présent parce que c'est un terreau fertile et la FIFA, les grandes instances financent cela. Et il faut vraiment travailler pour ces jeunes filles-là qui ont envie de jouer au foot au Bénin. Très bien, merci d'être passé sur ce plateau, Paul Danongwe, merci. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que notre invité ce matin, c'était Elvis Ressou, journaliste sportif à Ado TV, Ado FM. Il est également polémiste sportif. Avec lui, nous avons fait le tour de ce sujet qui défrayait la chronique depuis le début de la semaine. C'était bien entendu lié au changement, je vais dire, de dénomination à l'équipe nationale de football du Bénin. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de Nous sommes le 3 mai, jour d'investiture du second mandat de